Vous écoutez Profil sur Arte Radio. Ça, lui est pas mal. Ah bon? Il est content. Regardez sa bouche, c'est un petit sourire. Oui, c'est vrai qu'il fait un petit sourire. Bah ouais, parce qu'il est content. Et pas moi. Bah, en fait, c'est mon papa à moi. Et si, il est mort, mais il y a assez longtemps. Mais là, il est pas moi. Sur la photo? Bah non, il est pas moi, ton papa. Mais il est grand. Oui, c'est vrai qu'il est grand. Mais c'est grand. Comme il était bébé. Dans de nombreuses mythologies, le corbeau fait le lien entre le monde des vivants et celui des morts. J'ai sur mon bureau une petite statuette de corbeau noir, un fétiche des Indiens unis que j'ai ramené du Nouveau-Mexique. Pour les unis, le corbeau aide les humains à accéder à des mondes intérieurs et cachés, à traverser l'obscurité pour se transformer. On m'a dit que les fétiches choisissaient ceux qui les achètent. On peut donc leur demander de l'aide. Pour ça, il faut les nourrir régulièrement, en les saupoudrant d'un peu de farine de maïs bleu. Au moment de commencer cette exploration, je nourris le petit corbeau d'un peu de farine. Je ne possède ni esprit tutélaire, ni capacité chamanique. Je voudrais réveiller les morts. Plus précisément, je voudrais faire revenir le fantôme de mon père. Il est mort il y a longtemps, et je suis même pas entièrement sûre de croire aux fantômes. Autant dire que je mise beaucoup sur le petit corbeau noir. La fille du fantôme. Un documentaire de Claire Richard, réalisé par Arnaud Forest. À la fin de la journée, l'idée n'est pas de savoir si les fantômes existent ou pas, c'est comment ils existent, comment on peut envisager les conditions de leur existence, si cette existence justement se caractérise avant tout par un doute et par une incertitude ontologique fondamentale. Il y a plein de fantômes. Ils sont où les fantômes? Bah, ils sont cachés derrière les immeubles et Et ils sont cachés derrière les immeubles, les fantômes? moi j'en ai déjà vu un. Ah bon? Mon père est mort l'été de mes 20 ans. J'en ai presque 40. Cette année, j'aurais vécu aussi longtemps avec lui que sans lui. Non, mais on s'est tous blindés, mais moi à la première aussi, ça a été... je sais pas si tu te souviens, j'ai été complètement aphone. Effectivement, ça a été d'une violence inouïe, parce que personne ne s'attendait à ça. Et que la violence de la survenue de l'événement a fait que tout le monde s'est fermé. En 20 ans, les traces qu'il a laissées ont eu le temps de s'effacer. Nous avons vidé la maison, le souvenir de sa voix s'est estompé. Non, j'ai fait un tri, je n'ai rien gardé. Et comme c'est lui, de toute façon, qui filmait, il ne s'est jamais enregistré. Il n'y a pas non plus de tombe, nous avons dispersé ses cendres dans les Vosges. Et pendant très longtemps, je n'y suis pas retournée. Les Vosges, c'est un massif ancien, au sommet rond. Une montagne qui, en apparence, ne bouge pas. Pendant longtemps, la savoir immobile et lointaine m'a suffi. In December 1994, my youngest sister Frankie. En fait, en décembre 1994, ma plus jeune sœur Frankie est morte subitement, à Édimbourg, d'une hémorragie alors qu'elle donnait naissance à des jumeaux. Hugh Raffles, anthropologue. 3 mois plus tard, c'est ma sœur aînée, Sally, qui s'est suicidée près de Londres, après avoir soigneusement bouché le pot d'échappement de sa voiture.
Et c'est là que j'ai commencé à ramasser des roches, des pierres, des cailloux, tout objet qui me semblait solide. Comme des ancrages dans un monde qui partait à la dérive, comme des façons de donner du sens aux événements, en plongeant dans des histoires qui seraient bien plus vastes que la mienne. Après la dispersion des cendres, je n'ai rien ramené des Vosges. Peu à peu, le monde à la dérive s'est stabilisé. L'absence est devenue la normalité. Mais l'immobilité des montagnes est trompeuse. Ce n'est pas parce qu'elles semblent solides qu'elles n'abritent pas des histoires fracturées. Une discordance, c'est un espace entre deux couches géologiques superposées, mais qui datent de deux époques différentes. Donc entre les deux, il y a un intervalle de temps. Il s'est passé quelque chose. Il y a un événement, mais on ne sait pas quoi. C'est un mystère géologique. Et donc peu à peu, cet espace vacant génère des récits. Ça devient presque une sorte de machine narrative. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à vivre avec ces deux idées. Le désir profond de comprendre quelque chose et le fait de savoir qu'on n'y arrivera jamais vraiment. Parce que c'est cet espace de questionnement qui est à la fois dynamique et insoluble. La discordance est le signe d'une rupture ancienne, qui reste présente même si autour d'elle, un ensemble s'est reconstitué. Elle pointe vers une absence, qui pose une énigme qu'on ne peut ni totalement élucider, ni non plus oublier. C'est la meilleure image que je connaisse pour décrire la trace d'une mort dans une vie. Du moins dans la mienne. Il y a 5 ans, alors que je croyais la mort de mon père fermement enchâssée dans un passé lointain, que je n'attendais plus de signes depuis longtemps, j'ai été saisie d'une crise de larmes. Un sentiment de manque vertigineux, venu de loin, m'a fauché les jambes. Dans la pièce d'à côté, mon copain m'a entendu, il m'a pris dans ses bras et il a dit « Tu veux qu'on y retourne dans les Vosges ?» Mesdames et messieurs, bonjour, nous souhaitons la bienvenue aux voyageurs qui nous ont rejoints à bord de notre TGV Nuit à destination de Colmar. On est parti un matin pour 1500 bornes aller-retour. Il faisait beau, j'étais joyeuse et tendue, je savais pas trop comment me comporter. On est arrivé au col du Honeck en fin de journée, après avoir traversé la moitié de la France. T'as pris de l'eau ? Le lieu était aussi beau que dans mes souvenirs. Le ciel très grand, les pentes douces, l'herbe dorée. On est descendu de voiture, il y avait un peu de monde. Je me suis mise en quête du lieu où on avait répandu les cendres de mon père 20 ans plus tôt. Mais du sentier de mes souvenirs, descendant à flanc de falaise, aucune trace. J'ai fini par trouver un chemin nettement plus petit qui ressemblait un peu, à condition d'admettre que ma mémoire avait transformé en grand amphithéâtre creusé dans la falaise, ce qu'il fallait bien appeler un petit renfoncement. Mais je me suis engagée sur le chemin, émue quand même. Et 2 gros sacs à dos m'ont arrêtée. Ça va ? C'est là ? Chut, chut, y a des gens. Là où je crois bien qu'on avait dispersé papa, 2 amoureux étaient assis sur leur caouet, mangeant des petits gâteaux et fumant des roulés. Ils avaient l'air de ne pas être ensemble depuis longtemps, de se tourner autour. Il y avait de la séduction et du désir dans l'air. Merde. Je suis remontée en me disant qu'ils allaient bouger après leur pause clope. Mais, de toute évidence, ils avaient l'air partis pour se draguer toute la soirée. Ah putain, ils sont toujours là. Ah vas-y, dis-leur. Ah non, mais je peux pas, t'es ouf. Bah si, ils comprendront. Oh putain. J'étais mortifiée. Mais mon copain avait posé sa journée et je me suis imaginée rentrer bredouille après 15 heures de trajet aller-retour. Excusez-moi de vous déranger. En fait, je suis désolée, mais il y a 10 ans, on a dispersé ici les cendres de mon père et... En fait, voilà, on vient de Paris, on a fait l'aller-retour dans la journée et on ne pourra pas revenir. Et du coup, est-ce que ça vous dérangerait de partir ? Le garçon m'a fixé, furieux, l'air de dire « Non mais tu vois pas que tu déranges ?» La fille s'est levée précipitamment en murmurant « Oui, pas de problème », mais sans me regarder. J'étais cramoisie.
Je me suis dit après que ce serait une histoire qu'eux aussi raconteraient à leurs potes. La fois où une meuf trop chelou était venue leur dire qu'il se roulait des pelles sur les cendres de son père. Je sais pas à quoi je m'attendais en revenant là, mais il s'est pas passé grand-chose. Tout ce qui restait de mon père avait été absorbé il y a très longtemps, dans la pierre, le lichen, les rochers et les cailloux du sentier. Il ne restait plus que la montagne, parfaitement indifférente à moi et mes souvenirs et tout ce qui s'était passé. Et d'une façon tout à fait différente de ce à quoi je m'attendais, ça m'a soulagée. J'ai ramassé quelques pierres avant de partir et nous sommes redescendus sur la route en lacet, quittant progressivement la lumière dorée pour rentrer dans les forêts de pins qui nous ramenaient sur la plaine. Nous sommes arrivés chez nous à minuit. J'ai posé les pierres du Honeck sur mon bureau en me demandant si mon père n'est plus dans la montagne. Alors où ? Moi, j'avais beaucoup cette image de où quelque chose s'est rompu, mais ensuite on a réagencé et on reprend le cours de la vie, quoi. Pour le dire de façon caricaturale, on passe à autre chose. Alors moi, j'ai cette idée qu'il y a, pour certaines personnes, l'idée de faire son deuil recouvre une expression qu'on emploie quelquefois pour d'autres choses beaucoup plus banales, qui est faire une croix sur... Magali Molinier, maître de conférence en psychologie. Quand on dit faire une croix sur, ça veut dire on oublie. Et je me demande s'il n'y a pas une contagion, en fait, entre ces deux pensées, où faire son deuil, ce serait faire une croix sur. C'est un peu plus compliqué que ça, quand même, et quelquefois, effectivement, si certaines personnes s'engagent dans cette proposition, eh bien, le défunt peut se rappeler à elle à d'autres moments. Ou rester là, très présent, malgré ses efforts de faire une croix sur. C'était un soir du mois d'août. Les pépiments des oiseaux et l'odeur des jardinières arrosées entraient par la fenêtre de la cuisine, où j'écrivais sans conviction un mémoire de lettres à rendre pour septembre. Une semaine plus tôt, mon père avait été hospitalisé pour une douleur qui s'était révélée être une embolie pulmonaire. Depuis, il se remettait doucement en service de réanimation. Et je me souviens quand j'ai quitté sa chambre, ça bipait dans tous les sens. Et je crois vers 20h30, coup de téléphone de l'hôpital. Ma mère est entrée dans la cuisine. Je ne sais plus s'il nous a dit qu'il était décédé. Enfin bref, D'une voix lointaine, elle a dit que l'hôpital venait d'appeler, que papa était en train de mourir, qu'il fallait qu'on y aille. Je suis sortie de mon corps, et une très jeune femme, qui me ressemblait beaucoup, est allée chercher mon frère, absorbé dans une partie de Counter-Strike. « Viens, faut y aller, papa va mourir. » Quand nous sommes entrés dans le service de réanimation, les couloirs étaient vides, à l'exception de quelques silhouettes en blouse regroupées devant une porte. Ma mère l'a reconnue avant nous. Je n'imaginais pas que c'était possible. Voilà, vraiment quelque chose que je ne pouvais pas accepter intellectuellement et physiquement. Je me suis écroulée. Attention. La fille, qui me ressemblait beaucoup, a soutenu ma mère, pendant qu'une infirmière accourait avec une chaise roulante. La fille, qui me ressemblait beaucoup, n'était pas dépassée par la situation. Elle se tenait très droite sur ses sandales à talons et elle répondait sans trembler aux infirmières. Elle venait de devenir la fille du mort. Et ce script qu'elle découvrait à mesure lui créait de nouvelles obligations. Qui, comme les treilles ou les longs os qui portent les ailes des oiseaux, tenaient en place des matériaux fragiles,
qui autrement se serait éparpillée. Bonjour, vous êtes sa fille? Oui. Vous voulez bien me suivre? On va se mettre dans mon bureau. Vous pouvez vous asseoir. Je peux fumer? La fille du mort savait qu'en principe, on fume pas dans un hôpital, surtout dans un service de réanimation, mais elle savait aussi qu'on n'allait rien refuser à la fille du mort. La cadre lui a sorti un cendrier avant de lui expliquer tout un tas de choses pratiques. Alors, il faudra expliquer à votre maman qu'il faut vraiment contacter les pompes funèbres. Il y a des déclarations à faire. Je vais vous expliquer tout ça. Et c'est résumé dans le dépliant et celui-là, je vous le laisse de toute manière. Bénies soient les formalités, qui nous tiennent, elles aussi, comme des treilles. Dans le couloir, la fille du mort a retrouvé sa mère. Son frère, qui ne semblait pas investi du rôle du fils du mort, mais peut-être que si, au fond, je lui ai jamais demandé, se tenait à côté d'elle. Tous les trois, ils sont entrés dans la chambre du mort. La fille du mort a pensé, mot pour mot, « Les yeux qui ont vu un cadavre ne verront plus jamais pareil. » Cette phrase l'a suivie longtemps ensuite. Enfermée probablement aussi. Que faire devant le cadavre de son père? Les scripts de la fille du mort étaient muets sur ce point. Quand elle est rentrée chez elle, dans sa chambre, elle a écouté une chanson de Tom Waits en boucle, pour réussir à pleurer. On s'est dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il souhaiterait? On n'en avait jamais parlé en tant que tel. Ce qu'on savait, c'est que les cimetières, ils n'aimaient pas ça. On a eu l'impression qu'ils n'avaient pas envie d'avoir un lieu où serait sa sépulture. Une cérémonie laïque a été prévue 7 jours plus tard, dans un crématorium neutre, au bord d'une nationale. Dans la semaine qui a suivi sa mort, je le sentais partout. Je lui parlais dès que j'étais toute seule. Et ça me semblait parfaitement naturel. Alors mamie, elle arrive tout à l'heure. Demain, c'est la mise en bière. Voilà, là, il y a juste 2-3 trucs à régler et puis je vais les retrouver. Alors, j'ai réfléchi à ce que j'allais lire et je crois que je vais prendre un extrait du Guide du routard galactique. Après la cérémonie, j'ai foncé dans ma chambre pour raconter à mon père ce qui s'était passé. Et on est allé manger après, c'était plutôt gai. Pour la première fois depuis sa mort, j'ai eu le sentiment de m'adresser à une pièce vide. Papa? Nous avons récupéré les cendres. Ma mère les a mises dans un placard, sur une étagère, au-dessus de la table à repasser. Et une période étrange, chaotique et glaciaire, a commencé. La fille du mort, je voudrais la prendre dans mes bras, mais je suis pas sûre qu'elle me laisserait le faire. Mon père était un scientifique qui avait des rangées de livres sur le paranormal dans sa bibliothèque. C'était un cartésien qui avait passé sa jeunesse à lire des poches marabouts sur le troisième œil, l'Atlantide et les extraterrestres. Il m'avait appris le mot agnostique. Ne pas croire, mais ne pas croire. Laisser la porte ouverte. Après sa mort, je me disais que s'il existait un moyen de communiquer avec moi, il le ferait. J'étais à l'affût. Mais il ne s'est pas passé grand-chose. Juste un jour, une boîte à chaussures m'est tombée sur la tête pile au moment où je pensais à lui. Papa? En l'absence de signe évident, j'appelais son répondeur pour lui laisser des messages. Ouais, salut. Tu me manques, c'est un peu compliqué à la maison quand même. Mais bon, là je rentre manger à la maison et après je ressors, il y a une teuf. Je vais passer le week-end à Lyon, c'est plus simple. Je pense à toi. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Où est-ce qu'on disperse ces cendres? On a dit, dans un endroit où il a été heureux.
Mon père avait déclaré sa première crise d'asthme à 3 ou 4 ans. Il était tombé dans le coma à 13 ans, avait reçu 2 fois l'extrême-onction, mais il avait passé sa vie à vouloir être traité comme un homme normal. Il avait si bien réussi que lorsqu'il est mort, nous n'avions aucune idée de l'endroit où il aurait voulu reposer. Donc ça a été aussi très compliqué parce qu'il parlait beaucoup de mer. C'est quoi le nom du lieu ? Port-Blanc. Mais ça, Port-Blanc, c'est un lieu... Il y a plein de ports blancs. Et on a dispersé ses cendres dans les Vosges, grande plaine, pour que... C'est sa grande liberté. Ouais, c'était un homme qui avait envie d'être libre. C'était peut-être moins grandiose que la mer, mais là, on est sûr qu'il avait passé de bons moments. En août, 1 an après sa mort, mon frère, ma mère et moi sommes arrivés à la gare de l'Est, entraînant une grosse valise bleue qui passait difficilement dans les portillons du métro. Mais il fallait pas tirer trop fort, de peur qu'elle explose en répandant mon père sur le sol du métro parisien. On est monté dans le wagon, on a mis la valise sur le porte-bagages. Pendant tout le trajet, je me suis dit « Attention, perds pas la valise des yeux. Dedans, y a papa. » Dans les Vosges, on a retrouvé le parrain de mon frère, ma marraine et leur famille. On a mis papa dans le coffre et on est monté vers le col du Honeck. Prendre à gauche sur D417. Nous sommes arrivés en fin de journée. Il y avait un soleil rasant magnifique. L'herbe était dorée et les montagnes s'étendaient à perte de vue. On s'est garé. On a sorti papa du coffre. La dispersion de ces cendres fermait la parenthèse. Nous allions pouvoir reprendre le fil du temps, retrouver la vie normale, là où elle s'était arrêtée. Je ne sais plus qui a lancé les cendres en premier. Je me souviens que les cendres n'étaient pas grises et légères, qu'elles ne se sont pas envolées gracieusement vers les cieux. Elles étaient denses, presque lourdes, et elles sont retombées très vite sur l'herbe et sur la pierre, très près de nous. À l'époque, j'avais les cheveux rouges et une veste de velours pourpre que je quittais jamais. Quelques cendres sont restées accrochées au revers de la veste. Quand j'ai été sûre que personne ne me voyait, je les ai prises du bout des doigts et je les ai avalées. Puis tout le monde est parti regarder le soleil se coucher de l'autre côté de la crête. Je suis restée sur le chemin de la falaise. J'avais écrit un texte. C'était la première fois que je parlais à mon père depuis longtemps. Je lui disais que l'année qui avait suivi sa mort avait été la plus difficile et la plus heureuse de ma vie. J'étais tombée amoureuse d'un Écossais qui m'aimait aussi, et c'était la première fois que les planètes s'alignaient ainsi. Pendant que je parlais, une lumière blanche et ronde est apparue sur la falaise, à quelques centaines de mètres en face de moi. Au début, j'y ai pas fait très attention. J'ai pensé que c'était un reflet ou une frontale d'alpiniste, et j'ai continué à lire. La lumière a disparu. Quelques instants plus tard, elle est réapparue à un autre endroit de la falaise. Trop brillante pour être un reflet, trop insistante pour être une frontale. Pendant une dizaine de minutes, des lumières blanches aveuglantes sont apparues, puis ont disparu sur la falaise, face à moi. Elles restaient visibles plusieurs dizaines de secondes, assez longtemps pour que je sois sûre que ce n'était pas un mirage ou une hallucination. Face à la vallée, à un moment où je me sentais si proche de mon père, il me semblait impossible que ces lumières soient une coïncidence. J'en ai parlé à personne. Quand je suis rentrée à Paris, j'ai cherché sur Internet s'il y avait des feux follets dans les Vosges. Mais j'ai rien trouvé.
J'ai fini par envoyer un mail à l'Institut parapsychique de Paris, un institut spécialisé en parapsychologie. Dans la FAQ du site, à la question « Je crois que je suis la réincarnation de Marie-Antoinette, que faire ?» Le site répondait « Désolé, nous ne sommes pas les mieux indiqués pour vous répondre, nous ne croyons pas à la réincarnation. » Bon, ça m'avait semblé un bon gage de sérieux. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Oui, bonjour, c'est l'Institut de parapsychologie. Ouais, je suis désolé de vous rappeler si tard, on a une liste d'appels, enfin bon. Désolé, maintenant j'ai du temps. On a parlé longtemps. Pour moi, il y a 3 solutions. Soit c'est un phénomène lié aux conditions atmosphériques. Vu ce que vous dites, ça semble quand même peu probable, mais si vous voulez en avoir le cœur net, il faudrait retourner dans les mêmes conditions. Soit c'est un esprit, et là, ça dépend de vos croyances. Moi, personnellement, j'y crois pas. Soit, et c'est l'option que je privilégie, c'est un phénomène parapsychique. C'est-à-dire que c'est vous qui avez provoqué ça. Nous, on étudie les interactions entre le cerveau et la matière, et souvent les phénomènes ont les caractéristiques que vous décrivez. Intermittents, vifs, et à un moment de grande intensité. Vous avez déjà vécu des choses comme ça étant enfant ? Non. Bah non, enfant, j'ai surtout vécu dans ma tête, en fait. J'en ai profité pour lui poser des questions sur son travail. Il m'a parlé des maisons avec des esprits frappeurs. Il m'a dit qu'il en avait encore visité une la veille. Bon, là, on a beau chercher, on voit pas d'explication. Mais sur l'ensemble des cas que vous recevez, il y en a combien, en gros, que vous pouvez pas expliquer ? Je dirais un bon tiers. Ah ouais, quand même. Dans certains mondes extra-européens, ces êtres invisibles peuvent causer des désordres dans une famille, des maladies chez quelqu'un éventuellement. Magali Molinier, maître de conférences en psychologie. Mais s'ils sont abordés dans le dispositif adéquat, ils peuvent aussi devenir des êtres qui vont permettre une résolution des problèmes qui se posaient à la famille. J'ai fait cette hypothèse que peut-être les morts faisaient partie de ces êtres qui pouvaient nous rendre malades, mais qui pouvaient aussi nous aider à nous soigner, en fait, d'une certaine manière. J'ai cessé de parler à mon père, oublié la date exacte de sa mort. J'ai fini par être capable de mettre un cadre avec sa photo sur mon étagère. Ça ne me faisait plus pleurer, je me suis dit, j'ai fait mon deuil. Jusqu'à l'été du retour dans les Vosges. Dans Au bonheur des morts, la philosophe belge Vinciane Després enquête sur la façon dont les vivants vivent avec leurs morts. Elle dit que les morts se manifestent souvent d'une façon pas très claire, et que c'est comme ça qu'ils poussent les vivants à faire quelque chose. À fabuler, dit-elle, c'est-à-dire créer des récits qui révèlent des aspects du réel négligés jusque-là. En lisant les récits de gens qui parlent à leurs morts, écoutent ce qu'ils leur disent en rêve ou marchent avec leurs chaussures, je trouve mon monde soudain bien pauvre. Pour la toute première fois, je me dis que j'ai peut-être fait fausse route en croyant faire mon deuil. Faire son deuil, c'est-à-dire accepter la disparition, ne plus chercher de signes, fermer la porte, reprendre une vie normale. Est-ce qu'on peut faire revenir les morts, même quand ils sont morts il y a longtemps ? C'est là où les personnes s'engagent dans des démarches pour transformer leur relation, en fait. Alors, ils vont pas le dire comme ça. Ils se disent pas un bon matin, maintenant, ça y est, j'ai décidé, je vais transformer la relation avec ce défunt qui me pourrit ma vie. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, hein. C'est beaucoup plus intuitif, il est venu en rêve, mon grand-père, qu'est-ce qu'il me veut, en fait? Pourquoi ça fait 20 ans qu'il est mort? Et puis là, tout d'un coup, il est là, il dit rien, c'est assez énigmatique. Est-ce que c'est un signe? Qu'est-ce qu'il m'envoie? C'est quoi le message? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, ce mort, la recherche de ses intentions font qu'on ne peut pas résoudre ça tout seul. On est obligé d'en parler, forcément. Un mort, pour moi, c'est un être collectif qui cherche à ce que se multiplient autour de lui les hommages, les gens qui se souviennent de lui, les gens qui peuvent l'évoquer, les récits qu'on peut faire de lui. Et puis, pas seulement les récits, parce que derrière, ça va entraîner une série de gestes.
Mais force est de constater que le fantôme de papa ne réapparaît pas. Pas là, comme ça, tout de suite. J'ai beau l'assurer mentalement de ma disponibilité, lui redire que je suis sortie du paradigme délétère de l'impératif à faire son deuil. D'ailleurs, la preuve, le petit corbeau noir ne me quitte plus. Sur le plan surnaturel, il ne se passe rien. On a besoin d'un certain tempérament pour aborder ces questions, et peut-être d'une certaine histoire vis-à-vis de ce genre de phénomène, qui fait qu'on est soi-même dans une situation d'entre-deux, qui fait qu'on n'y croit pas, mais on n'y croit pas. On est capable de flotter, en fait, dans cette réalité un petit peu suspendue dans laquelle on se sent à l'aise. Il faut être un peu rêveur, quoi. Je contacte un spécialiste des fantômes. Pas un médium ou un spirit, mais un anthropologue, qui travaille dans un département jadis dirigé par Claude Lévi-Strauss. La cagneuse en moi donne ainsi sa bénédiction à celle qui voudrait faire revenir les morts. Je suis Grégory de la Place, je suis anthropologue. Je travaille sur les fantômes principalement. Il m'apprend que toutes les sociétés voient des fantômes, ou plutôt des apparitions. Et aussi qu'un fantôme, c'est avant tout un événement qui désorganise le monde tel qu'on le connaît. C'est des choses qui arrivent, quoi. C'est des choses qui surviennent et dont on doit se dépêtrer et face auxquelles on doit trouver des moyens culturels, des mesures culturelles pour retisser des relations sociales robustes et signifiantes. Le fantôme pousse les vivants à enquêter, qu'il s'agisse d'un Mongol qui croise une apparition sur la steppe ou d'une veuve anglaise qui se demande si sa maison est hantée. Les fantômes créent donc des relations entre les vivants, même quand ces derniers ne sont pas certains de leur existence. Ah oui. Alors attends, du coup... Ok. Ok. Là, le bruit, c'est les clés de Clara qu'elle vient de jeter du... Quel étage ? 4e. Les clés sont dans une chaussette. Alors, 0 tout. Ma copine Clara s'est montrée très intéressée par mes histoires de fantômes. La nuit est pour elle une zone poreuse, pendant laquelle elle est parfois assaillie par des présences qui la réveillent. Je devais avoir 18 ans et je dormais. Et pendant la nuit, j'ai vraiment senti, mais très 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 fort, qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Et j'ai senti que c'était une présence plutôt féminine qui voulait me dire quelque chose. Mais en fait, c'est jamais agréable et à chaque fois, je suis hyper apeurée, en fait. Donc je me réveille en stupeur comme ça, puis j'allume la lumière parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un, puis il n'y a personne, puis je me rendors et puis ça me le refait, quoi, super fort. Et les 2 nuits d'après, ça me le refait. À l'époque, j'habitais chez ma mère parce que mes parents sont séparés et 3 jours après, je vais chez mon père et qui me dit il faut que je vous annonce un truc un peu triste. Florence, donc c'est sa cousine à lui, elle est morte. Il y a 3 jours et on l'a enterrée hier. Et en fait, ça m'a fait un choc parce que je me suis vraiment rendu compte que les 3 nuits où j'ai pas dormi, où j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui voulait me parler à moi, c'était les 3 jours où Florence n'était pas enterrée. Là où j'ai trouvé à la fois ça beau et un peu terrifiant aussi, mais j'ai plus préféré garder le côté beau de la chose, c'est que justement, pendant l'été, j'avais un peu plus parlé à cette cousine que je connaissais pas très bien et qui me faisait un peu peur parce que c'était... Non, elle était pas schizophrène, elle était bipolaire. Elle faisait du chant lyrique et du violoncelle, donc c'était une artiste. Et à ce moment-là, elle était venue me parler. Et j'avais trop aimé parler avec elle. Et elle m'avait parlé de son chant. Je lui avais dit que moi, je voulais peut-être faire du théâtre, parce que j'avais 16 ans, tu vois. Et je m'étais dit, c'est cool de parler à une grande cousine qui est artiste, il n'y en a pas 3000 dans la famille. Et j'avais senti une connexion. Ça m'a marqué, tu vois, de ces 3 jours de quelqu'un qui veut me parler, parce que c'est ça vraiment la sensation. Je me réveille parce que quelqu'un est là et il veut me parler. Une fois, tu vois, j'étais allée voir un magnétiseur bizarre, qui était l'ostéo de ma grand-mère. Ma grand-mère qui est pas très mystique du tout. Et vraiment, le mec qui m'ouvre
avant même que je comprenne que c'était un magnétiseur, je me dis, il a une tête, Enfin, il y a un truc qui se passe, quoi. C'est pas du tout un être humain... Enfin, tu t'en vois pas beaucoup des comme ça. Et donc, il m'a allongée sur sa table et tout, et moi, je croyais qu'il allait me manipuler, faire un petit craquage et tout. Et il me dit, non, moi, c'est très doux, c'est plutôt le magnétisme. Et donc, il commence par le bas. Et à un moment, il monte vers ma tête et il met juste ses 2 mains autour de ma tête, comme ça. Et là, je commence à sentir, genre un bordel dans ma tête. J'avais l'impression d'être comme dans la galaxie. Comme si mes pensées, en fait, c'était vraiment des pensées en orbite qui tournoyaient comme des oufs, comme ça. Et c'était trop, tu vois. Et puis finalement, il retire ses mains et il me dit, dis donc, vous, il se passe des choses, hein. Vous dormez bien? Et moi, il se trouve que je dors pas bien. Et je lui disais, non, pas très bien et tout. Et là, il me dit, mais il y a des gens qui viennent vous parler la nuit. Je lui dis, oui, enfin, ils viennent me parler un peu moins maintenant, mais ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et il me dit, oui. Vous êtes comme une radio mal réglée, en fait. Vous prenez toutes les ondes, et donc tous ces gens-là, tous ces gens, sous-entendus, qui sont morts, hein, c'est ce qu'il m'a dit, viennent vous parler. Et donc j'étais là, ok, mais je me marrais à moitié, parce que je suis aussi vachement rationnelle, quoi. Et donc il me dit, non mais c'est très simple, hein. Il suffit de dire à ces personnes que vous ne voulez pas leur parler. Donc là je le regarde un peu, je fais oui, ok. Il me dit oui, et puis aussi il faut vous crémer. Donc là je me dis, mais c'est quoi ce mec? Et je lui dis, mais crémer, comment ça? Tous les soirs, tous les matins, vous prenez une crème hydratante, n'importe laquelle, une Nivea et tout. Enfin, c'est trop bizarre parce qu'il était à la fois très pragmatique et mystique. Et vous crémez les poignets, vous frottez les poignets et les chevilles, parce que c'est par là que les ondes viennent et que c'est une porte, quoi. Oh non, c'est le fantôme du salon. C'est Jacqueline. C'est Jacqueline, le fantôme du salon? J'ai pris son drap. Maintenant, c'est toi qui vas le faire. Qui fait le fantôme du salon? Ouais. Ok. Hein? Je repense aux lumières que je suis seule à avoir vues après la dispersion des cendres. Peut-être que les fantômes se présentent parfois autrement que comme les voit Clara et comme je les imagine. Ce serait pas la première fois que mon imagination se révélerait limitée à l'usage. Les témoins ils décrivent aussi la cristallisation des témoignages autour de celui d'une personne qui semble avoir des capacités perceptives différentes et supérieures aux autres. Et souvent, ces personnes sont, c'est là où on retrouve le contexte, dans une situation un petit peu particulière, douloureuse souvent. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est souvent des vétérans qui semblent être en position de voir différemment que les autres le monde, quoi. Ouais, attends chouchou, je passe un coup de fil. J'arrive après. Il y a dans la famille une autre personne qui m'a raconté avoir eu une expérience étrange autour de la mort de mon père. Marie, sa sœur et ma tante préférée. Allô? Ouais, coucou, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Non, je voulais juste te dire merci pour demain déjà, c'est cool. Il n'y a pas de souci, Claire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans un instant, nous arrivons en gare de Metz. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien laisser à votre place. Elle vit en Lorraine avec sa famille. Nous nous voyons en général une fois par an pour Noël. Depuis l'enterrement, nous n'avons jamais reparlé de mon père. J'ai beaucoup hésité avant de la contacter. J'avais peur qu'elle refuse, qu'elle ne veuille pas remuer le couteau dans la plaie. Je savais aussi qu'elle luttait contre un cancer invasif depuis plusieurs années. Mais elle m'a répondu dans la minute. Coucou. Salut. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Un petit café? Avec plaisir. Trop bien. Est-ce que tu veux que j'enlève les chaussures? Non, pas du tout. Non, ça va? Non.
Ma tante travaillait aux finances publiques, lisait l'Obs, était restée en vieillissant très sportive et très élégante, et de façon générale m'avait toujours semblé plutôt très pragmatique. Je ne l'aurais jamais cru en lien avec les morts. Et ça, c'est quoi, tu le vois ou tu le... Je sens comme une présence, en fait. C'est... Ouais. Après, jamais eu de réponse. Hein. Je veux dire, c'est pas que j'en suis pas au point où je communique. Hein. Ouais. Mais là, c'était impressionnant. Tant qu'on n'a pas répandu les cendres, c'était terrible. J'avais une vision, moi, où je le voyais assis sur une étagère et à attendre qu'on vienne le chercher, je veux dire. Donc c'est vrai que ça a été compliqué pour moi. Mais là où j'ai vraiment senti sa présence, mais c'était hallucinant, c'était même dérangeant pour moi, c'est au mariage d'Olivier. Mais terrible, quoi. J'avais l'impression qu'il était là dans le chapiteau. Je voulais l'interroger sur les fantômes, parce que je me souvenais qu'elle m'avait parlé d'un rêve prémonitoire qu'elle avait fait juste avant la mort de mon père. C'est comme si les morts, ils venaient me dire au revoir. Et quand c'est arrivé à ton papa, on était en vacances, et cette nuit-là, il y a eu tout un groupe de médecins qui sont venus vers moi, enfin dans mon rêve, hein, et qui me disaient « faut rentrer maintenant ». Et là, j'avoue que je n'ai pas compris. Sauf que, en fait, je ne comprends jamais dans l'instant. Et le lendemain, Aurélie tambourine à la porte parce que c'était la seule que mamie avait réussi à joindre pour me dire que papa n'était plus là, quoi. Qu'ils partent comme ça, à cet âge-là. Et puis, comme tu dis, c'était tellement soudain, personne ne s'attendait à ça. T'es toujours en révolte face à un départ. Mais là, celui-là, je l'ai pas accepté. Je ne peux pas te dire pourquoi. Le nombre de fois que je pense à lui, tu peux pas imaginer, quoi. Enfin oui, il me manque. Il me manque. Je peux pas concevoir qu'il soit parti, en fait. On est 20 ans après, j'en suis toujours là. Hein. C'est la première fois que j'entends le récit d'une autre discordance géologique que la mienne, qui vient d'un temps encore plus long que le mien. Je pense que j'étais une petite sœur chieuse comme toutes les petites sœurs, mais avec un bémol, quoi. Parce que moi, j'allais bien. Et que lui, parce que bon, quand il était en pleine crise, c'était compliqué. On a eu les pompiers qui sont venus plus d'une fois à la maison pour le ventiler, avec l'oxygène, etc. Quand t'es petite, moi, quand je voyais ça, j'avais quoi, 8 ans, 9 ans. C'est compliqué. Parce que tu penses qu'à chaque fois, il va mourir, quoi. Je veux dire, tu sais pas faire la part des choses quand t'es petit. Tu penses tout de suite à quelque chose qui va être irréparable. C'était des nuits sans dormir, hein. Pour lui, pour mamie, pour papy, c'était à tour de rôle, tout le monde se relayait à son chevet. Et quand c'était moi, on avait des discussions. J'avais pas besoin de dico, quoi. Je discutais avec mon frangin et c'était fantastique. Il pouvait te parler de tout. C'était génial. J'imagine 2 enfants dans un lit de bois, sous une couverture en coton et un édredon, qui se chuchotent des choses à la lumière de la lampe de chevet. Un grand frère emmène sa petite sœur dans les rêves dont il peuple ses journées d'enfant malade. J'imagine sa curiosité, qui grandit d'autant plus qu'il passe son temps cloué au lit. J'imagine les questions sur la mort qui doivent bien le traverser de temps en temps, puisqu'il lui arrive de la frôler. Le pacte qu'il a dû trouver avec la peur
pour réussir à vivre le double du temps qu'on lui avait alloué. Un truc que j'ai dit 1000 fois à ma psy, mais tu vois, j'ai l'impression d'avoir toujours su que si j'avais des enfants, ils connaîtraient pas leur grand-père. Tu vois. Et pourtant, je sais pas d'où ça vient, parce que... C'est un pressentiment. C'est quelque chose qui me fait peur. Parce que si tu te mets à communiquer avec les morts, ou avoir des dons de voyance, ou je ne sais trop, c'est vachement dérangeant quand même. J'étais venue chercher un fantôme, mais c'est tout autre chose que je trouvais. Un silence qui s'ouvrait. Des récits tus pendant 20 ans, qui recommençaient à circuler. Le micro glissait, j'ai fait des erreurs de manipulation. J'étais émue. Je dis, ce moment-là, finalement, toi et moi, on l'a vécu de la même façon. On s'est barricadés pour passer. Si on s'était pas barricadés, on n'aurait pas passé. Je comprenais qu'en face de la fille du mort, il y avait eu la sœur du mort, et la mère du mort, et la femme du mort. La mort du père, du frère, du fils, de l'époux était venue fracturer la terre qu'elles avaient en commun, et chacune s'était retrouvée seule sur un bout de banquise. C'était notre première conversation sur tout ça. Notre dernière aussi. Marie est morte 5 mois plus tard. Mourir, ça veut dire quoi? Mourir, c'est quand on arrête de vivre. C'est quand on est... Souvent, c'est quand on est vieux. Qu'on meurt. Ah oui? Marie, elle est morte. Elle est dans une boîte. Voilà. Mais elle n'hésite plus. Si elle n'hésite plus, elle ne peut pas être dans la boîte. Et ben, en fait, c'est son corps qui est dans la boîte, mais son corps, il est mort. C'est bien cette histoire, ça raconte quoi? C'est l'ami blaireau qui meurt. Et là, c'est Taupe qui regarde le ciel en pensant à son ami blaireau. Bah oui, parce que c'est triste. Et c'est pour ça que... Et bah moi, je pense à Marie. Ouais, c'est vrai. Dans ma tête. Bah oui. Ah, elle m'appelle. Et moi, je réponds pas. Après la mort de Marie, mon père revient en rêve pour la première fois depuis des années. Nous sommes dans une antichambre et il se tourne vers moi, l'espace d'un instant. Ses yeux sont énormes, bleus et perçants, comme s'ils avaient été découpés dans une gravure ésotérique et collés sur son visage. Many people, when they've lost somebody they care about deeply. De très très nombreuses personnes, quand elles ont perdu quelqu'un qui leur était cher, ressentent leur présence à un moment donné. Je suis Tania Luhrmann, j'enseigne à l'université de Stanford et je travaille sur un livre sur les voix. La façon dont les gens se mettent à entendre des voix et sur la façon dont des choses qui ne sont pas évidentes deviennent réelles pour les gens. Oui, c'est encore une anthropologue. Bon, c'est vrai qu'à ce stade, je pourrais aller voir des médiums. Mais je crois pas assez aux fantômes pour lâcher 100 balles à une inconnue et remettre entre ses mains ma relation à mon mort. Les anthropologues, c'est plus sûr. Elle m'explique que pour faire exister l'invisible, il faut d'abord le décider. Les chiffres sont assez extraordinaires. Entre 50 et 80% des gens, alors selon la façon dont vous posez la question, évidemment, diront avoir fait à un moment ou à un autre l'expérience sensorielle de l'invisible. Mais pour que ça s'inscrive dans la durée, il faut cultiver ça. Il faut regarder une photo, lui parler, chercher des signes de présence, conserver l'environnement tel qu'il était avant la mort de la personne.
On m'a beaucoup raconté l'histoire de gens qui continuent de sentir la présence, qui seraient par exemple pourtant en âge de se remarier, mais qui choisissent de ne pas le faire parce que dans les faits, leur relation existe toujours. Pour rester en lien avec l'invisible, il faut prêter attention à ces manifestations. Il faut s'y rendre disponible, et c'est un muscle qu'on acquiert par des pratiques d'attention soutenue, qui, comme le petit bois nourrit le feu, finissent par permettre l'embrasement. When my dad lost my mom, moi, quand mon père a perdu ma mère, je lui ai appris, pour ainsi dire, à ressentir sa présence, à entendre sa voix. J'avais appris un peu comment faire avec mes recherches, donc on a réaménagé la chambre où elle était décédée. On a enlevé le lit d'hôpital, on l'a rendu agréable, on y a mis ses poupées favorites, des photos d'elle. Mon père allait dans la chambre, il disait bonjour le matin, au revoir le soir, et il s'asseyait un peu tous les jours pour penser à elle. Peu à peu, il a commencé à avoir l'impression qu'elle lui répondait. Pas de façon audible, de façon presque audible une fois sur deux, mais d'une façon qu'il reconnaissait. Et il s'est mis à la sentir, à la ressentir, même ailleurs dans la maison. Bon, j'ai perdu malheureusement beaucoup d'amis ces dernières années, mais beaucoup d'amis très très proches. Géraldine entretient une relation très active avec ses morts. Et c'est pour ça que je vais la voir. Donc on était très liés, on échangeait beaucoup de choses, donc musique ou bon. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de signes précis en fait. Les papillons, c'est mon ami Pilou qui est décédé, qui avait un tatouage immonde de papillon sur la poitrine. Bon voilà, ça a tout de suite été le papillon, c'était sûr. Une fois, j'étais à une terrasse de café avec une amie, je lui dis, tu sais quand même, les signes des papillons Pilou, c'est énorme. Et donc, pendant que j'étais en train de lui raconter, il y a un petit papillon jaune qui est passé, on était en plein hiver, en plein Paris, qui avait rien à faire là, qui est passé, et là, elle m'a regardée, elle croit pas trop aux signes et tout ça, enfin pas du tout. Elle m'a regardé et dit « Oh, mais c'est bizarre, regarde ce petit papillon !» Et donc, je lui dis « Bah oui, c'est normal, on est en train de parler de Pilou, bah, il y a un papillon qui arrive normal. » Et je le pointe du doigt et il a fait demi-tour et il s'est posé sur mon doigt. Et là, elle était un petit peu estomaquée, moi aussi. Moins qu'elle, parce que j'ai un peu l'habitude. Mais il a vraiment fait demi-tour, en fait. Il est parti, il est revenu et il s'est posé sur mon doigt. Allez, viens de brosser les dents. Donc, il l'a fait. T'es prêt ? Alors... Décompte. C'est l'heure de se laver les dents. Ne t'arrête pas de brosser jusqu'à ce que tu entendes. C'est parti. Ce qui est assez fou, donc on s'est parlé mardi, et donc le soir, mon fils, pour se brosser les dents, il a une espèce de petite application sur le téléphone, et quand les 2 minutes sont passées, il y a un petit bonhomme il y a un cadeau qui sort. Et c'est toujours des trucs différents. Je sais pas, c'est des nounours, des gâteaux au chocolat. Waouh. Et ben ce soir-là, il y a eu des papillons. Et franchement, c'était un peu fou. C'est fou. Ouais. Et en fait, j'étais un peu scotchée. Là, c'était des papillons orange avec des trucs noirs dessus. Moi, l'après-midi, quand j'ai allumé la télé, et je suis tombée sur les monarques, en fait. Géraldine n'est pas sûre qu'on puisse renouer une relation avec un mort qu'on a perdu de vue depuis si longtemps. Mais elle me dit que ça coûte rien d'essayer. Elle me suggère de choisir un signe. Je propose les oiseaux. Pendant l'entretien avec Grégory de la Place, un gros pigeon ramier s'est posé sur le bord de la fenêtre. Pendant celui avec Marie, c'était une pie qui s'est posée sur le toit de la maison voisine. Et il y a ce corbeau, qui semble me donner son approbation chaque fois que je l'interroge avec un peu de maïs bleu. Géraldine fait un peu la moue. Elle trouve que les oiseaux, quand même, c'est large. Je pourrais peut-être choisir un oiseau en particulier. Je pense à un geai. Mon père adorait l'ornithologie, l'observation des oiseaux. Et moi aussi. 2 jours plus tard, à la campagne, je vois un geai passer. C'est quoi ?
C'est une armoire métallique qui permet de conserver des objets de valeur ou des documents auxquels on tient. Et comme ça, en cas de d'effraction... Alors, il faut dire qu'elle est énorme et que mes parents sont pas non plus des millionnaires suisses, donc elle est un peu dingue. Je suis avec ma mère dans l'appartement familial. On dirait l'ouverture du fort d'Alcatraz. Il y a pas mal de choses qui appartenaient à papa. Alors, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui est à papa là-dedans? Eh bien, écoute, là-dedans, c'est appareil photo et jumelles. Ici, des couteaux. Il doit y avoir son alliance, ses montres, parce qu'il était fou de montres. Et puis là, si tu vois cette grande valise, c'était son télescope. Avec elle non plus. On n'avait jamais reparlé de l'enterrement. Il a fallu que je réapprenne à vivre. Et comment t'as réappris? Tout doucement. Il m'a fallu du temps et beaucoup d'énergie pour arriver à faire. Je pense qu'il y avait un blocage complet. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Et pourquoi tu penses que t'as mis autant de temps à changer l'appartement aussi? Parce que j'ai l'impression que pendant pas mal d'années, il y a eu ces affaires encore dans l'appart. L'appart, il était à son image. Il y avait des bouquins partout. Enfin, pour moi, c'était un envahissement. L'appart était envahi par lui. Moi, j'avais peu d'espace personnel. J'avais beaucoup de mal à essayer de penser par moi-même. Et puis, penser par moi-même, changer, c'était peut-être aussi dire, ce que t'as fait, j'en ai plus envie. Donc, c'est vrai que j'ai mis du temps et j'ai encore des choses à trier, à enlever. Voilà. Mais bon, je me dis que c'est pas ça l'essentiel pour moi. Je crois que j'ai plutôt envie de vivre à l'extérieur, de voyager, de rencontrer des gens, choses qu'on ne pouvait pas faire. Maintenant, je me dis, voilà, j'ai une liberté, j'ai la chance d'être en bonne santé, donc, vivons. Et est-ce que tu as eu un sentiment de sa présence après sa mort, tu vois? Non. Non, je n'ai pas ressenti de présence en tant que telle. Pour moi, c'était, je crois, un lien qui s'est défait. Voilà. Une sorte de libération, peut-être, oui. Parce que c'était pas toujours simple, puisqu'il était asthmatique, mais on devait faire comme s'il ne l'était pas. Est-ce que toi, quelque part, sa mort t'a soulagé un peu? Je ne sais pas, c'est qu'il a fallu que je reprenne pied, parce que il y avait beaucoup de choses que je lui avais déléguées. Il était très brillant. Je l'étais beaucoup moins et je crois que j'avais perdu une certaine confiance en moi. Donc, voilà. Et du coup, aujourd'hui, ça fait presque 20 ans qu'il est mort. C'est quoi ton rapport, si tu as envie de me le dire, à son souvenir? Comment il est présent ou pas du tout pour toi, tu vois? Et est-ce que tu dirais que vous vous aimiez encore quand il est mort? Compliqué. Si tu veux, ça me fait penser, ce que tu me dis, à la réflexion d'une amie proche, en me disant, Bébert, un ami formidable. Un mari, peut-être plus compliqué. Il te manque pas? Faut dire, c'est pas une question, c'est une affirmation. Il te manque pas? Non, ce sera un ami que je rencontrerai avec plaisir, mais comme époux, non, j'aurais pas envie. Non, mais je comprends. Non, mais c'est bien.
C'est honnête. Et je comprends, en plus, en vrai. Parce que j'étais là, j'ai vu les coulisses aussi, et du coup, je comprends. Ce que je comprends dans cette conversation que nous n'avons jamais eue aussi clairement, c'est que la femme du mort n'existe plus. Le fantôme ne la hante pas. C'était pas tout à fait une révélation pour moi, mais le dire avec un micro entre nous lui donne plus de consistance. Ok, on va manger ? On n'est pas encore prêt. Et comme face à la montagne, c'est une consistance qui libère. Oui, alors qu'est-ce que tu veux comme dessert ? J'ai acheté chez Picard soit des tartes citron ou moelleux au chocolat. Tarte citron. Les fantômes sont géographes, écrivait Sienne Després. Car non seulement ils font de la place, mais ils dessinent d'autres routes, d'autres chemins, d'autres frontières et de nouveaux espaces. Les fantômes remettent en circulation ce qui s'était figé. Radio. Voilà, je suis un peu saisie parce que je suis en train de faire ce reportage à Rennes sur les coopératives funéraires et ça me fait beaucoup penser à l'enterrement de papa, à ce qu'on a fait et surtout à ce qu'on n'a pas fait. Et au moment où je pensais à ça, je pensais à lui. J'ai vu 3 jets, 3, magnifiques, hyper clairs, sur un arbre juste à côté de moi. Et là, je suis sous l'arbre où ils se sont posés, mais je les vois plus. Et je suis un peu saisie.